Bonjour à tous, ravie de faire votre connaissance à distance. Je vois quelques photos, quelques images, quelques messages. Je vais me présenter brièvement. Donc, à l'origine, je suis psychologue clinicienne et spécialisée dans la prévention. Et au regard du retard qu'on avait en termes de prévention en France, une prévention qui était essentiellement orientée vers la transmission d'informations et parfois l'appel à la peur, ce qui non seulement n'est pas très efficace, mais peut même avoir des effets contre-productifs. Je me suis intéressée aux différents déterminants du bien-être, c'est-à-dire qu'est-ce qui va permettre aux personnes de s'adapter au mieux aux situations qu'elles rencontrent, plutôt que d'avoir recours à des conduites à risque ou développer des symptomatologies. Et donc, j'ai découvert en faisant cela les travaux dans le champ de la psychologie positive. Et donc, j'ai fait ma thèse en fait sur les compétences psychosociales en comparant le développement de ces compétences dans différents types de pédagogie, donc Steiner, Montessori, Freinet, les écoles nouvelles et le système scolaire traditionnel, en observant que finalement, contrairement aux craintes qu'on peut avoir parfois en tant que parent quand on met ses enfants dans des écoles alternatives, on a peur que ces enfants, peut-être à la sortie, auront plus de mal à s'adapter à une société qui porte aussi des valeurs différentes et plus orientées vers la compétition. Et bien en fait, j'ai été agréablement surprise de découvrir que le développement des compétences psychosociales permis par ces pédagogies favorise, comme on aurait pu l'espérer, une meilleure adaptation à la sortie, donc à l'arrivée dans l'enseignement supérieur par exemple, avec moins de symptômes anxieux et dépressifs, une meilleure réussite dans l'enseignement supérieur. Et donc, ça m'a encouragée à poursuivre dans le champ de la recherche pour mieux accompagner le développement de ces compétences psychosociales en France. Et donc, je suis aujourd'hui professeure d'université en psychologie du développement à Lyon. Et donc, la conférence d'aujourd'hui porte sur le thème de la gratitude et des liens sociaux. Et je vais vous expliquer pourquoi ce concept est si important aujourd'hui et comment on peut développer plus de gratitude à l'école, en famille, au travail. Alors, pourquoi vous parlez aujourd'hui de gratitude? Parce qu'il s'agit d'une émotion dite prosociale, c'est-à-dire une émotion qui va favoriser davantage de coopération et de solidarité. Elle favorise une meilleure qualité des relations et plus de bien-être à la fois pour les enfants et pour les adultes. Donc, on a tout intérêt, chacun à notre niveau, à agir pour développer davantage ou permettre davantage à la gratitude de circuler dans ces contextes. Ça pourrait sembler très simple et naturel finalement. Tu donnes et en échange, tu reçois de la reconnaissance. Et puis, quand tu éprouves cette reconnaissance, tu as envie de donner en retour. Donc, c'est un cycle qui peut sembler tout à fait naturel. Et pourtant, dans notre société, il semblerait qu'il y ait un déficit d'expression de gratitude, un déficit de sentiment d'être reconnu pour ce qu'on fait, pour les efforts qu'on fait. Parents, enseignants, éducateurs, dans tous les champs du travail social, de l'éducation et du travail en général, expriment un mal de reconnaissance. C'est-à-dire que les parents décrivent comment ils ont l'impression de faire tout ce qu'ils peuvent pour que l'enfant se sente au mieux et ils ont l'impression d'avoir très peu de reconnaissance en retour. Les enseignants également décrivent notamment des élèves comme clients, c'est-à-dire qu'auparavant, il y avait vraiment un respect pour les efforts de l'enseignant. Aujourd'hui, ils ont l'impression que leur travail n'est pas respecté, leurs efforts, leurs intentions positives pour leurs élèves ne sont pas reconnus, ni par la hiérarchie, ni par les élèves, ni par les parents. Et d'une manière générale, ce qui a été identifié par Leah Waiters, c'est un trouble du déficit de reconnaissance au travail, c'est-à-dire que c'est actuellement une des causes du mal-être au travail et des risques de burn-out. Alors, juste pour vous donner un petit exemple, dans les années 70, quand l'enfant rentrait de l'école, on lui demandait s'il avait été gentil avec sa maîtresse. Aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à demander si la maîtresse a été gentille avec lui. Donc, à chaque niveau, on a l'impression que chacun essaye de tirer la couverture à soi et n'exprime pas suffisamment d'intention aussi positive envers les personnes qui font des efforts tout au long de la journée.
Alors pourquoi observe-t-on un déficit d'expression de gratitude aujourd'hui? Il y a plusieurs explications possibles. Une première explication, c'est ce qui a été identifié aux États-Unis comme étant la Generation Me, une génération autocentrée, qui, de ce fait, a plus de difficultés à identifier les efforts, les intentions d'autrui et considèrent que ce qu'on leur apporte, ce qu'on fait pour les aider, c'est un dû. Alors cette génération, comment elle est arrivée? Eh bien, tout à l'heure en introduction, je vous parlais du champ de la prévention. Lorsqu'on a découvert que transmettre des informations et utiliser l'appel à la peur n'était pas très efficace, le champ de la prévention s'est orienté vers le développement de l'estime de soi. Mais ça a peut-être été fait d'une manière inadaptée ou exagérée. C'est-à-dire que dans certains programmes, par exemple aux États-Unis, on propose aux enfants ou aux adolescents de se mettre debout sur une table et puis tout le monde applaudit sans qu'ils n'aient rien fait de particulier. Donc juste le fait d'être là mérite des applaudissements. Alors on peut comprendre l'idée, mais en fait, ça pourrait être aussi, ça pourrait faire partie des causes d'une augmentation artificielle, d'un gonflement artificiel de l'ego, de l'estime de soi, qui a donné lieu à un développement accru du narcissisme. Et le narcissisme est associé à une moindre capacité d'empathie et à une diminution donc de la possibilité d'éprouver de la gratitude finalement, puisque si on n'identifie pas les efforts des autres, les attentions d'autrui, on a beaucoup moins de chances d'éprouver de la gratitude. Donc aujourd'hui, on considère que ce qui est important, c'est bien sûr d'avoir une estime de soi suffisante, parce qu'une faible estime de soi, c'est aussi un facteur de risque de mal-être, mais on parle d'une estime de soi optimale dans le sens où c'est pas forcément ce qu'on va cibler dans les interventions de prévention et de promotion de la santé. On va beaucoup plus s'orienter vers les compétences socio-émotionnelles, les compétences sociales, relationnelles, l'empathie, l'écoute, la capacité à coopérer, et les compétences émotionnelles, c'est-à-dire la capacité à réguler ses émotions, à pouvoir les exprimer d'une manière constructive. Ces compétences-là vont être fondamentales pour développer des relations de qualité, ce qui constitue un des facteurs protecteurs principaux. Alors d'autres explications qui peuvent nous aider à comprendre pourquoi aujourd'hui il y a un déficit d'expression de gratitude. On est aussi dans une culture qui valorise beaucoup la critique, mais la critique négative. Donc pas l'esprit critique qui nous permet de distinguer des informations erronées ou d'aller explorer plus en profondeur pour vérifier les sources d'informations. Une culture de la critique négative, c'est une valorisation en fait de lorsqu'on critique une personne. Par exemple, dans une expérimentation, il avait été demandé à des étudiants d'évaluer les critiques de livres de différentes personnes en évaluant le QI, donc l'intelligence des personnes qui ont écrit ces critiques de livres. Et ce qui ressort de cette expérimentation, c'est que les critiques de livres négatives, lorsqu'on les lit, on a l'impression que la personne qui les a écrites est plus intelligente que lorsqu'il a écrit une critique positive. On retrouve ça aussi dans les réunions, hein, lorsque quelqu'un se met à critiquer un projet, on se dit ah oui, bon, ça c'est vraiment quelqu'un qui a des choses à dire, qui a vu des choses qu'on n'avait pas vues, donc c'est beaucoup plus valorisant de critiquer que d'identifier ce qui fonctionne bien. Or, la gratitude, elle part du principe qu'on est capable d'identifier ce qui fonctionne bien dans la relation, ce qui est positif dans notre quotidien. Donc, c'est l'inverse de ce biais de négativité où on est orienté principalement sur ce qui dysfonctionne et ce qui nous dérange. Un dernier point qui permet d'expliquer le déficit d'expression de gratitude, c'est peut-être aussi le manque de compétences émotionnelles dans notre société, puisque jusqu'à il y a quelques années, ça ne faisait pas partie du programme scolaire, ça ne faisait pas non plus forcément partie d'une culture familiale à laquelle on était habitué. Donc, les personnes n'ont pas nécessairement développé ces compétences émotionnelles qui consistent à identifier une émotion, la comprendre, la réguler si besoin, l'exprimer et l'utiliser pour guider nos actions dans le quotidien. On n'a pas vraiment cette habitude-là. Et donc, c'est plus difficile, bien sûr, d'identifier une émotion de gratitude
et de pouvoir l'exprimer si on n'est pas habitué à le faire. Alors, un changement est-il possible ? Oui, à plusieurs titres. D'une part, parce qu'aujourd'hui, le développement des compétences psychosociales et notamment des compétences émotionnelles fait partie du programme de l'éducation nationale, se développe aussi, bien sûr, dans les écoles alternatives et va probablement permettre un changement à ce niveau-là pour la société future. Par ailleurs, pendant cette période de crise actuelle, on a été amené à proposer un certain nombre d'outils pour aider les établissements scolaires, les écoles et les parents à s'approprier ces outils de développement des compétences psychosociales, en particulier sur la régulation des émotions, pour faire face à la période de confinement, déconfinement, reconfinement, etc. En tout cas, donc cette crise continue. Donc, on a mis en ligne un certain nombre d'outils en libre accès, donc différents kits, kits maternels, primaires, collèges, etc., kits pour les parents, kits pour les équipes éducatives. Et pour la préparation de la rentrée, il y a eu plus de 15 000 téléchargements sur ces kits au niveau de l'éducation, enfin, en termes d'enseignants, ce qui signifie effectivement un engouement pour un intérêt en tout cas pour ces pratiques qui a peut-être été permis par cette situation particulièrement délicate aujourd'hui. Et ce qui en ressort d'une première enquête, c'est vraiment la perception de l'utilité de ces pratiques et de ces ateliers, à la fois pour créer du lien, et donc ça va rejoindre ces pratiques autour de la gratitude, partager un vécu, développer des compétences de résilience, retrouver un climat favorable aux apprentissages. Il y a également des pratiques d'attention qui vont permettre aussi de se recentrer sur les apprentissages. Ça favorise davantage la motivation et la régulation du stress et des émotions. Donc, permettre l'expression de gratitude dans ces contextes aussi qui sont délicats, qui sont des situations de stress pour les parents, pour les enseignants, pour les enfants, pour tout le monde en fait dans notre société. La gratitude, ça peut être aussi justement un moyen de recréer un sentiment de lien social et de confiance. La première diapositive de cet exposé concernait le moment où les personnes, pendant le confinement, ont applaudi à 20h à la fenêtre. Donc cette expression de gratitude envers les soignants, envers tous ceux qui continuent à œuvrer malgré les conditions difficiles, cette expression-là permet en fait d'augmenter le sentiment de lien social, même si on est chacun dans son appartement à sa fenêtre. Et donc, c'est aussi une des dimensions sur lesquelles on peut travailler en milieu scolaire, au travail, pour favoriser la qualité du lien social. Alors, quelques exemples qui ont été développés. On a proposé, par exemple, des cercles de gratitude à l'école maternelle en proposant des pratiques en 2 temps, c'est-à-dire d'abord pendant 2 semaines, apprendre à chacun à orienter l'attention davantage vers ce qui fonctionne bien, ce qu'on a apprécié dans le quotidien, puisque peut-être vous aussi, si vous êtes parent, vous avez cette expérience du fait que lorsque l'enfant rentre le soir, il va souvent commencer par raconter tout ce qui s'est mal passé. Enfin, en général, il y a peut-être une chose qui s'est mal passée, mais c'est surtout ça qu'il va raconter. Et le reste, finalement, va être moins accessible en mémoire, puisqu'en tant qu'humain, on a ce biais de négativité qui nous pousse à identifier plus rapidement ce qui est menaçant, ce qui est dérangeant, et à retenir davantage ces éléments enfin, c'est d'un point de vue adaptatif pour continuer à survivre et éviter les dangers. Mais dans notre société où finalement il y a peu de menaces directes à notre survie, on a gardé ce fonctionnement qui, petit à petit, peut nous amener dans une impasse, c'est-à-dire que plus ce biais de négativité est fort, c'est-à-dire plus on perçoit dans notre quotidien ce qui dysfonctionne et qui nous déplaît, plus ça va générer des émotions difficiles, de l'anxiété, de la colère, de la frustration. Et ces émotions augmentent le biais de négativité. Donc, c'est une sorte de cercle vicieux. Et les pratiques de gratitude ou les pratiques d'attention qui nous aident à réorienter l'attention
vers les autres aspects du quotidien pour ne pas passer à côté. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui dysfonctionne, mais de voir aussi le reste de la réalité, va nous aider à contrebalancer ce biais de négativité et augmente la satisfaction par rapport à la vie, augmente les émotions positives et facilite la qualité des relations. Donc, dans un deuxième temps, une fois que les élèves et les enseignants se sont habitués à observer les choses qui passent habituellement inaperçues, comme un enfant m'a prêté un jouet, il m'a passé son vélo, aujourd'hui il m'a aidé à faire mon bricolage, etc. Dans un deuxième temps, on proposait d'exprimer de la gratitude si on le souhaitait. Donc, j'ai envie de dire merci à, etc. Alors, dans cette étude, elle était essentiellement qualitative puisqu'il y avait des enfants non lecteurs et qui ne pouvaient pas remplir des questionnaires. Donc, ils ont quand même rempli des petits smileys, etc. Mais aussi, on a eu beaucoup de retours donc, de la part des enseignants qui exprimaient que pour la première fois, quelqu'un leur disait merci, et non seulement quelqu'un, c'est-à-dire que plus de la moitié des élèves chaque jour remerciaient l'enseignant pour leur gentillesse, leurs attentions, le fait qu'ils avaient préparé des activités qu'ils avaient beaucoup aimées, etc. Et donc, c'était vraiment une bouffée d'oxygène pour ces enseignants qui disaient que depuis 20 ans de carrière, ça n'était jamais arrivé. Et là, vraiment, ça leur donnait des ailes pour pouvoir mieux s'engager encore plus dans ce métier qu'ils avaient choisi, bien sûr, pour soutenir au mieux les élèves. Mais là, lorsqu'il y a un retour positif sur ce qui est proposé, ça donne encore plus envie d'aller dans cette direction. On a fait le même type d'expérimentation en primaire par la suite. Donc, c'est un projet qui avait été financé par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, où on proposait ce qu'on appelle un journal de gratitude. Donc, on l'a fait dans différents établissements scolaires, en ZEP, au contraire dans des écoles plus favorisées comme une école internationale. Et l'idée, c'était de voir à quel point c'est pratique, où on proposait donc de noter chaque jour jusqu'à 3 choses pour lesquelles on éprouvait de la gratitude. Et puis, il y avait un groupe contrôle qui notait des éléments neutres, 3 choses neutres comme 3 habits, etc. Et on a mesuré donc 3 dimensions avant et après ces 2 semaines de pratique. Donc, à chaque fois, ils prenaient 5 minutes en fin de journée pour remplir ce petit journal. Et donc, ce qu'on a constaté au bout de 15 jours, c'est une différence entre ces 2 groupes, le groupe contrôle qui notait des pays et des habits, et le groupe expérimental qui a rédigé ce journal de gratitude a eu une amélioration au niveau de l'humeur, donc une humeur plus positive, au niveau de la santé, c'est-à-dire la perception de sa vitalité. Au niveau de la motivation, la différence n'est pas significative. C'est pour ça qu'il n'y a pas de petite étoile. En général, en primaire, à l'école primaire, la motivation est encore suffisante chez tout le monde. C'est plutôt au collège qu'on va avoir une chute importante de la motivation, notamment en raison d'une diminution de la qualité des relations. Alors, au niveau de ces pratiques, donc, on peut considérer, parce que ce sont des études qui ont été répliquées au niveau international, dans différents niveaux, collège, lycée. Donc, c'est une pratique qui est efficace, ce journal de gratitude. Mais on a constaté qu'on pouvait peut-être améliorer les consignes proposées. C'est-à-dire que lorsqu'on a analysé ce que les élèves avaient écrit, c'était anonyme bien sûr, mais on a regardé les différentes choses qu'ils écrivaient dans le journal et on s'est aperçu qu'il y avait des personnes qui notaient des éléments positifs de la journée, comme j'ai aimé le foot, j'aime bien mon stylo, ou j'ai aimé les frites à midi. Et puis d'autres qui ajoutaient vraiment une dimension où on pouvait percevoir l'apparition d'une émotion de gratitude, c'est-à-dire que ce n'était pas juste des éléments ou des événements positifs, mais c'était vraiment en lien avec d'autres personnes. Par exemple, disait aujourd'hui j'ai reçu une lettre de ma marraine, aujourd'hui c'est mon père qui est venu me chercher à l'école. Donc on sentait que c'était plus que les frites ou le foot. Et on a souhaité explorer plus en profondeur ce que la gratitude apporte de plus par rapport à simplement l'identification des événements satisfaisants du quotidien qui nous permettent de diminuer le biais de négativité, mais
la gratitude peut apporter quelque chose en plus, justement, en termes de sentiment de lien social, de proximité relationnelle. Donc, on a mené une étude comparative où certains élèves, donc ça c'était au collège, faisaient un journal d'attention où on perçoit les éléments satisfaisants du quotidien, alors que d'autres, on ajoutait cet élément de la gratitude, c'est-à-dire s'ils avaient envie d'exprimer leur gratitude à quelqu'un. Et donc, c'est le même dispositif sur 2 semaines. Et lorsqu'on compare donc, le groupe contrôle à gauche, vous voyez que ça ne bouge pas du tout. Le groupe journal d'attention, il y a une augmentation légère sur le bien-être, mais qui est seulement tendancielle, donc n'est pas suffisante pour être significative. Alors que dans le groupe gratitude à droite, il y a effectivement une augmentation significative et significativement différente du groupe attention. Donc pour nous, même si l'orientation de l'attention, ça va être une première étape pour aider à identifier ce qui passe inaperçu dans le quotidien à cause du biais de négativité, l'étape suivante qui est encore plus utile, c'est vraiment le développement de cette émotion de gratitude et de l'expression de la gratitude. Pour information, si ça vous intéresse de développer ces pratiques, les retours des enseignants dans les différentes expérimentations menées sont des retours très positifs, avec bien sûr une facilité de mise en œuvre de ces pratiques, puisque ça peut tout à fait faire partie des objectifs de la classe, puisqu'il s'agit d'un exercice d'écriture. Et il y a une forte implication des élèves. Par exemple, certains enseignants disaient que parfois, ils n'avaient pas le temps de faire cet exercice à la fin de la journée. Et donc, ils disaient, bon, ben, aujourd'hui, on ne le fera pas. Et les élèves ne voulaient pas quitter la classe, même si ça avait sonné, tant qu'on n'avait pas fait l'exercice. Donc, il y avait vraiment une motivation intrinsèque à réaliser cette pratique et un souhait de poursuivre, donc à la fois de la part des enseignants et des élèves. Il y a d'autres pratiques en milieu scolaire qui ont été expérimentées pour développer davantage de gratitude en agissant sur une dimension qui est importante pour permettre la gratitude, c'est l'empathie. Donc, dans une expérimentation, ils avaient proposé aux élèves de compléter des histoires en identifiant, donc c'est une sorte de petite bande dessinée avec des bulles. Donc, il y a un élève qui vient aider un autre élève, par exemple, et on lui demande de remplir les bulles avec l'intention positive de la personne qui vient aider, les efforts nécessaires et les effets bénéfiques que ça génère, et donc l'émotion ensuite de la personne qui a été aidée ou qui a reçu ce cadeau. Et ils ont constaté qu'en 5 séances donc, où ils ont complété ces petites histoires, il y avait effectivement une augmentation de l'empathie et de la capacité à éprouver, à exprimer de la gratitude. Il y a d'autres expérimentations que vous pourrez trouver aussi sur Eduscol avec des pratiques qui ont été testées dans le cadre de projets de recherche. Donc, les conditions préalables pour pouvoir éprouver et exprimer de la gratitude, c'est d'une part cette capacité à orienter l'attention vers les éléments satisfaisants de la relation, avoir suffisamment d'empathie pour identifier les intentions positives, les efforts fournis, être capable d'identifier ces émotions et de les accepter. Il y a des personnes pour qui les émotions font peur et donc on va plutôt chercher à les étouffer, à les éliminer plutôt qu'à les accueillir, à les exprimer. Ça implique aussi une forme d'humilité. C'est surtout des retours qu'on a eus en contexte organisationnel, une difficulté à exprimer la gratitude parce qu'on a l'impression que on est en train de dire à l'autre que finalement on n'a pas les compétences soi-même et sans lui ça aurait été tellement difficile et finalement on est un peu nul. Donc effectivement la gratitude ça implique cette acceptation de l'interdépendance, c'est-à-dire que sans les autres les choses sont plus difficiles, sans les autres les choses sont aussi moins agréables. Donc on est vraiment une espèce qui est fondamentalement sociale et qui vit grâce à cette interdépendance. Or, comme par ailleurs, dans nos sociétés, nous valorisons beaucoup l'indépendance, il y a une sorte de contradiction interne qui se produit entre le repérage de ce soutien qu'on reçoit des autres et en même temps, on se dit, mais alors, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas assez indépendant, pas assez autonome, etc. Donc, c'est aussi une émotion qui n'est pas forcément facile à accepter et
qui nécessite une forme d'humilité, de se dire qu'on n'est pas parfait et que bien sûr on a besoin des autres à différents moments de notre existence. Alors lorsqu'on est capable d'éprouver cette émotion et de l'exprimer, ça va générer beaucoup de bienfaits pour les autres, notamment parce que ça augmente le sentiment d'utilité sociale, le sentiment d'être utile pour l'autre, et ça donne ainsi plus de sens à l'existence, ce qui est un des déterminants fondamentaux du bien-être. Par ailleurs, ça va augmenter les tendances à la coopération de la personne qui a déjà fait ce geste bienveillant envers nous. Ça va augmenter l'altruisme et la coopération envers d'autres personnes et le sentiment de lien social qui est ce socle fondamental pour pouvoir s'épanouir. Ce qui est intéressant avec la gratitude, c'est que ça ne s'arrête pas aux effets sur la personne à qui on dit merci. Il y a aussi des effets pour nous-mêmes lorsqu'on éprouve cette émotion, des effets sur le bien-être, notamment donc, dans les premières expérimentations qui ont été réalisées en 2003 par Emmons et McCullough. Ils avaient proposé un journal de gratitude à leurs étudiants. Donc, il y avait un tiers des étudiants qui faisaient ce journal pendant 2 semaines, un tiers des étudiants qui faisaient un journal des tracas. Aujourd'hui, je suis arrivée en retard, j'ai une mauvaise note, mon copain n'est pas venu au rendez-vous. Et puis, un tiers des étudiants qui notaient jusqu'à 5 événements de leur choix. Donc, c'est un groupe dit neutre. Et ils ont constaté qu'au bout de 2 semaines, le groupe gratitude, par rapport aux 2 autres groupes, avait une augmentation de la satisfaction par rapport à la vie, du sentiment de vitalité, une diminution des symptômes physiques communs comme maux de tête, maux de ventre, troubles du sommeil, une réduction des symptômes anxieux et dépressifs et une augmentation du sentiment de lien social. C'est une étude qui a été répliquée plusieurs fois, donc c'est vraiment un des outils qu'on peut recommander, ce journal de gratitude, avec des effets sur la santé physique, mentale et sociale. La consigne de ce journal, je vous l'ai mise ici juste pour commenter un point. Donc, ce qu'on propose donc comme consigne chez l'adulte, il existe beaucoup de choses, petites ou grandes, pour lesquelles nous pouvons éprouver de la gratitude. C'est vraiment important de se souvenir qu'il s'agit surtout des petites choses, parce qu'on pense que pour éprouver de la gratitude, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose d'incroyable. Mais en fait, la gratitude que l'on cherche à cultiver, c'est vraiment celle des petits gestes du quotidien qui passent inaperçus. Si on pense aux familles, par exemple, lorsqu'on est en famille, on a tendance à avoir ce biais de négativité qui augmente par rapport au conjoint, par rapport à ses enfants, où on est de plus en plus impacté par ce qui nous dérange chez l'autre, ce qu'il ne fait pas comme il faudrait, ce qui nous inquiète, et on ne perçoit plus les efforts, les moments où il a réussi, les moments où il a fait ce comportement qu'on souhaiterait, alors que pendant le reste de la journée, il ne l'a pas fait. Donc, ça passe inaperçu. L'objectif, c'est vraiment de mieux repérer ces éléments, ces petites choses du quotidien. Prenez un temps pour repenser à la journée qui vient de s'écouler et notez jusqu'à 5 choses différentes. Alors, jusqu'à 5 choses, en fait, ça pourrait être aussi qu'une seule chose, parce que ce qui compte vraiment, c'est de se reconnecter à cette émotion de gratitude qui va générer un sentiment de confiance, d'apaisement, de lien social, qui est ce qu'on essaye de développer chez les personnes. De plus, ce qui est important, en fait, c'est au-delà de l'émotion de gratitude qui va être développée sur le moment, qui va être générée sur le moment, ce que ça va permettre, c'est de développer une orientation de l'attention, une attitude générale envers l'existence où on perçoit davantage ces éléments dans le quotidien. Donc c'est pour ça aussi qu'on va avoir des effets durables. Les effets que je vous ai décrits, qu'on observe 2 semaines après le temps de pratique, ce sont des effets qui sont maintenus jusqu'à 6 mois après l'intervention. Donc il y a des effets durables grâce à ce rééquilibrage des biais attentionnels. Donc, on observe des effets positifs de ces émotions comme la gratitude sur la santé physique avec une diminution des effets délétères du stress, une amélioration du fonctionnement immunitaire, des effets sur la santé mentale avec la réduction des symptômes anxieux et dépressifs et des effets à plus long terme parce que les émotions positives nous aident à mieux résoudre les problèmes d'une manière créative et innovante, ce qui est particulièrement utile dans des contextes d'incertitude, des contextes où on doit être créatif au quotidien, qu'on soit enseignant, parent, élève.
Ce sont vraiment des outils à notre disposition pour pouvoir nous ajuster au mieux en fonction de nos valeurs, en fonction de ce que l'on souhaite cultiver. Et bien sûr, des effets sur le lien social. La gratitude permet à la fois de faciliter la création de nouvelles relations. Imaginez que vous êtes assis sur un banc, puis quelqu'un vient à côté de vous et vous vous mettez à discuter ensemble. Et à la fin de cet échange, vous avez dit à la personne, bah, vraiment, je vous remercie, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir parler avec vous. Le simple fait d'exprimer cette gratitude va générer un lien plus fort par la suite. Si c'est par exemple dans le voisinage et que vous rencontrez à nouveau cette personne, ça va générer un lien de confiance plus important. Ça permet aussi de cultiver les relations au quotidien, donc que ce soit à l'école, entre collègues, au sein de la famille, au sein du couple, hein, notamment. Les pratiques sur la gratitude permettent d'augmenter la satisfaction conjugale, puisque au lieu de voir ce qui nous dérange chez l'autre, on va voir tous ces efforts, toutes ces intentions positives, ces petites attentions qui passent inaperçues, qu'on voyait beaucoup au début de la relation, mais 10 ans après, 20 ans après, on ne les perçoit plus. Donc, ça permet de recultiver ces relations. Ça permet d'augmenter le soutien social, la solidarité, comme on l'a vu, hein, par exemple, pendant la période de confinement, avec ces émotions de gratitude qui ont aussi entraîné plus d'engagement solidaire chez les personnes. Un changement est-il possible aussi au sein des équipes? Puisque là, je vous ai parlé des pratiques qu'on peut faire en classe, mais on peut aussi, bien sûr, pratiquer entre adultes, hein, dans les équipes, au travail, à l'école, par exemple, avec un tableau de gratitude. Ce que nous décrivent notamment en milieu organisationnel, les salariés, les employés, les dirigeants, c'est que exprimer la gratitude à voix haute, c'est compliqué parce que souvent c'est une émotion forte. On peut avoir les larmes aux yeux, on ne trouve pas ses mots, etc. Et donc passer par l'écrit comme un tableau de gratitude, un mur de gratitude, c'est une manière plus facile de faire circuler cette émotion et qui est tout aussi efficace, c'est-à-dire que pour vous donner un exemple, dans une structure de travail social, ils avaient donc fait ce mur de gratitude et donc, les personnes se réunissaient à cet endroit-là pour prendre le café, c'était à côté de la machine à café. Et en lisant ce qui était écrit, ça leur donnait envie de faire encore plus de ce qui était écrit. Par exemple, une personne avait écrit ah, je voudrais remercier Pierre parce que il m'a vraiment beaucoup aidé. Je devais rendre un dossier, je ne savais pas comment j'allais y arriver, etc. Et ensuite, les personnes sont allées spontanément rencontrer les autres pour dire mais n'hésite pas à me dire si tu as besoin d'aide, etc. Donc ça donne envie, ça donne un exemple finalement de comment on peut cultiver des relations constructives au sein des organisations. Ce qui est important à retenir, c'est que la gratitude, même si ça nous fait penser au mot merci, ça va au-delà de la politesse. La politesse est bien sûr nécessaire pour cultiver des relations constructives, mais la gratitude va plus loin en termes d'augmentation de la coopération, de l'altruisme et de la solidarité. Et donc, en tant que parent, c'est important de cultiver les deux, à la fois la politesse, si je te donne quelque chose, c'est important de dire merci, et en même temps la gratitude qui va être davantage permise par le développement de l'empathie, donc plutôt en montrant l'exemple. Par exemple, imaginons au cours de la journée, il y a un voisin qui est venu apporter des œufs, par exemple, ou un gâteau. On va pouvoir signifier à voix haute pour que l'enfant le perçoive aussi. Tiens, c'est vraiment gentil. J'ai envie de dire merci à cette personne parce qu'elle est venue tout à l'heure nous déposer un gâteau et c'est un effort qu'elle a fait pour nous. Donc, simplement pour aider l'enfant à apprendre à se décentrer et à considérer que ces choses positives qui arrivent, c'est pas un dû, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, c'est une personne qui a eu une intention, qui a souhaité nous faire du bien, qui a souhaité nous aider. Et donc, voilà, ça va permettre de cultiver la gratitude. Alors, il y a différentes façons de cultiver cette gratitude au quotidien. Ça peut être un tour de table pendant le repas ou bien le soir au coucher. D'autres pratiques qui ont été expérimentées, c'est la boîte à merci. Donc, au cours de la semaine, chacun, quand il a envie, peut mettre des petits mots pour remercier des gestes du quotidien qui ont fait du bien.
ou bien une pratique qui est très appréciée aussi, qui consiste à prendre un objet du quotidien et à penser à toute la chaîne humaine qui est impliquée dans le fait que je puisse aujourd'hui utiliser cet objet. Donc, ça peut être une feuille de papier, ça peut être un aliment. Et donc ça nous aide aussi à orienter l'attention vers ces efforts, ces intentions positives d'autrui. Alors, au-delà de l'émotion de gratitude qu'on peut éprouver quand on fait ces pratiques, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va permettre de développer une attitude générale envers la vie qu'on appelle l'orientation reconnaissante, qui représente cette capacité à éprouver plus fréquemment, avec une intensité plus forte, cette émotion de gratitude envers un plus grand nombre de choses différentes et un plus grand nombre de personnes différentes. Alors, des personnes ou des entités, en fait, ça peut être la gratitude envers la vie, envers la nature, envers Dieu si on est croyant. Donc, voilà, ça peut dépasser l'humain, bien sûr, la gratitude envers la vie. On peut l'éprouver simplement en regardant un paysage, en regardant un coucher de soleil, en appréciant la pluie, etc. Donc, le fait d'être capable d'orienter l'attention vers ces aspects satisfaisants du quotidien va avoir des effets bénéfiques sur le bien-être pour différentes raisons. L'émotion de gratitude et l'orientation reconnaissante sont très fortement corrélées au bien-être, donc notamment parce que ça va permettre de contrecarrer le biais de négativité que je vous ai décrit tout à l'heure. Ça va également permettre de mieux engranger des souvenirs positifs. Par exemple, des personnes qui ont fait le journal de gratitude pendant 2 semaines, on les interroge plusieurs mois après, on leur demande de faire une liste de 10 événements de leur choix. Et on compare avec des personnes qui n'ont jamais fait le journal de gratitude. On constate que ceux qui avaient fait le journal notent beaucoup plus d'événements positifs. En fait, ils deviennent plus faciles d'accès en mémoire parce qu'on a cette habitude de les repérer, de prendre le temps de savourer cette émotion, voire de l'exprimer, ce qui va permettre de créer une sorte de bibliothèque d'événements positifs facile d'accès pour nous. Habituellement, cette rangée d'événements positifs, elle est rangée tout en haut ou tout en bas dans le garage. Et les livres qu'on prend en priorité, c'est tous les gros dossiers, les problèmes, les soucis, les petits tracas du quotidien. Tout ça, ça prend beaucoup de place et on n'arrive plus à voir les autres livres dans notre bibliothèque. Donc là, à travers ces pratiques qui visent à développer l'orientation reconnaissante, on va pouvoir rendre plus accessibles ces éléments en mémoire, ce qui explique pourquoi ça augmente la satisfaction par rapport à la vie, puisque cette satisfaction est déterminée par ce qui nous vient à l'esprit lorsqu'on nous dit si j'avais si j'avais le choix de changer ma vie, ben non, en fait, j'y changerais presque rien. J'apprécie l'existence telle qu'elle est aujourd'hui, etc. Donc, parce qu'on a plus facilement accès à ces événements satisfaisants. Par ailleurs, l'orientation reconnaissante diminue la tendance à se comparer aux autres, ce qu'on appelle la comparaison sociale ascendante, c'est-à-dire la tendance à se comparer à ceux qui sont mieux que nous, qui sont plus grands, plus forts, plus intelligents, plus beaux, etc. Et c'est une des sources de souffrance des humains, c'est cette comparaison sociale. Or, avec cette orientation reconnaissante, on a plutôt tendance à regarder ce qu'il y a de positif dans notre quotidien et à identifier ce qui est plus difficile pour d'autres. Donc, c'est plutôt de la comparaison sociale descendante. Donc, on se dit, bah, non, moi, j'ai de la chance, j'ai un toit, j'ai une maison, j'ai un bon repas, etc. Alors que d'autres sont vraiment plus en difficulté. Et puis, un dernier point qui nous permet de comprendre les liens avec le bien-être, c'est que l'orientation reconnaissante, c'est un petit peu comme si chaque jour, vous mettiez une nouvelle paire de lunettes et qui vous permettait de voir ce que vous ne voyez plus. Donc, je vous donne un exemple concret. J'avais un collègue qui n'avait pas changé ses lunettes pendant plus de 10 ans. Et le jour où il a changé ses lunettes, ben, forcément, il voyait beaucoup mieux parce qu'elles étaient toutes rayées. Je ne sais pas trop ce qu'il voyait. Et là, quand il a changé ses lunettes, il a découvert le campus universitaire. Et nous, on l'a découvert à travers ses lunettes aussi, puisqu'il nous disait, regardez tous ces différents verres dans les arbres. Oh, regardez les tables, elles sont vraiment sympas, cette imitation bois, etc. Donc, c'est ces surprises du quotidien qui sont permises lorsqu'on se dit, tiens, si ça n'existait pas, comment elle serait ma vie?
Si je me dis, j'ai pas cette maison, j'habite plus dans cette maison, qu'est-ce qui serait différent? Si je me dis, bah, je vis plus avec cette personne, ben, qu'est-ce que qu'est-ce qui me manquerait vraiment? Et là, ça nous permet de réorienter l'attention vers tout ce qui compte vraiment pour nous et de redécouvrir finalement notre quotidien sous un nouveau jour. Ça nous permet aussi davantage de savourer cet instant présent, ces instants positifs, au lieu d'être toujours happé par ce qui est dérangeant, ce qui est menaçant. Alors, je vous remercie de votre attention et donc avec plaisir, je vais répondre à vos questions. Et juste un petit mot, si vous souhaitez en savoir plus, on organise aussi des cycles de conférences qui sont en libre accès, que vous pouvez trouver, qui développent un peu plus ces différents aspects qui sont liés à la psychologie positive, au développement des compétences psychosociales. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site Innovation Positive ou simplement en tapant Feel Good, lié à la recherche et le bien-être en société. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Rebecca. Est-ce que vous avez eu un timing assez parfait? C'est assez réjouissant de vous entendre comme ça le matin. Il y a eu beaucoup de questions. Enfin, je pense qu'il y aurait beaucoup de questions. On ne va pas avoir le temps. Éventuellement, juste dans les, dans les questions, il y en a. Est-ce qu'on pourra avoir le diaporama? Ah oui, bien sûr. Bon. Je pense, enfin, là je vois, je ne sais pas si vous voyez dans le chat tous ces ressourçants, toute la gratitude qui s'exprime. Merci beaucoup, ça fait bien de commencer la journée comme ça, dit Agnès Pernier, et je partage à 100%. Je pense que vu l'heure et le format, on ne va pas forcément pouvoir prendre de vraies questions. Éventuellement, peut-être Pascal, tu veux faire une petite réaction? Oui, ben moi, on peut peut-être remettre la vidéo aussi, c'est pas grave. Je suis donc maintenant avec les élèves, les collégiens de la Lab School qui, pour ceux qui le souhaitaient, ont pu participer à cette conférence. Alors, je ne sais pas s'ils vont ressentir de la gratitude eux aussi, mais en tout cas, moi, je leur suis très reconnaissante d'être là et reconnaissante aussi à ceux qui avaient envie d'aller faire un plan de travail, travailler sur les mathématiques, d'avoir pris la liberté de le faire aussi. Un grand merci, Rebecca. Vraiment, c'était magnifique. Je ne sais pas où il faut que je regarde pour qu'on me voit plutôt là. D'accord. Il y aurait certainement effectivement beaucoup de questions et je pense qu'on pourra continuer à échanger. Muriel a déjà envoyé un lien. On a aussi une chaîne YouTube du Lab School Network où on pourra peut-être diffuser cette vidéo par la suite. Et donc un très 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 grand merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous ce matin. Un grand merci à Muriel et à Leslie d'avoir organisé ça et Rebecca d'avoir participé à cette conférence. Et je pense qu'on va tous prendre un moment aussi pour exprimer notre gratitude. Et les enfants, est-ce que vous voulez dire merci? Merci. Merci infiniment pour les questions qui arrivent que maintenant dans le chat. Je vois quelle est la part du biais négatif versus centration de soi. Peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est, Rebecca, peut-être c'est mettre une bibliographie ou remettre un lien avec vos livres. Et peut-être, j'imagine que vous avez ça sur un site, quelque chose comme la dernière diapo, mais avec les références et peut-être la 4e de couverture ou quelque chose comme ça. Oui, d'accord. Parce que éventuellement, je peux aussi rendre accessibles certains articles sur la gratitude pour que les gens n'aient pas besoin d'acheter le livre. Je pense que ça voilà, je vois Laure qui dit oui, triple point d'exclamation. Je pense que ça pourra être aidant. Il y a aussi Stéphanie qui demande la réflexion sur EduSchool. Est-ce qu'elle est accessible quelque part? Oui, je pense que sur la diapo, j'ai mis le lien. Quand on aura le diaporama, on aura le... D'accord. On mettra tout ça en accès sur d'abord, la vidéo est enregistrée, elle sera disponible pour tout le monde, donc sur la chaîne YouTube. Et le diaporama, si vous en êtes d'accord, Rebecca, on pourra le mettre sur le blog du Lab School Network. J'ai donné le lien plus haut en chat.
Existe-t-il des recherches récentes sur ce sujet et les émotions en lien avec l'imagerie médicale? Il n'y a pas beaucoup d'études en imagerie pour l'instant. Il n'y en a que 2. Donc, voilà, pour l'instant, c'est essentiellement des études en psychologie et pas encore en neurosciences cognitives sur la gratitude. Mais par contre, oui, il y a beaucoup d'études en cours sur la gratitude. Est-ce qu'on a encore une question qui est peut-être moins... Quelle est la part du biais négatif versus centration vers soi pour expliquer la gratitude? Merci pour cette super représentation, Stéphanie. Il y a vraiment les 2 aspects, en fait. Il y a à la fois le biais de négativité qui nous empêche de voir les petites choses positives du quotidien, et aussi le déficit d'empathie, donc le narcissisme, qui nous empêche d'identifier les efforts des autres, le fait que ce n'est pas un dû, etc. Donc, il y a les deux aspects sur lesquels on doit travailler. Eh bien, il est 9h59. Moi, je dois absolument terminer à 10h, donc c'est parfait. J'espère que... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de merci. En tout cas, moi, je suis vraiment ravie, Rebecca. Merci infiniment. Merci, Pascal, de nous avoir rappelé tous ces bons moments de ces 5 dernières années et premières années du Love School Network, avec tout ce travail sur le bien-être et sur la gratitude. Un grand merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.